Bonsoir à tous. Alors juste un petit mot, déjà bienvenue au 308, donc à la Maison de l'Architecture. On est ravis d'accueillir comme tous les ans les cycles de conférences de l'école d'architecture. Je ne vais pas m'apesantir plus que ça. Normalement c'est Paul Roland chez nous, élu à la Maison de l'Architecture, qui s'occupe de ces conférences. Vous aurez l'occasion de le voir sans doute. Il s'excuse de son absence aujourd'hui. La prochaine date, je crois que c'est le 10 novembre. Delphine va vous le confirmer. Et puis nous, on vous donne rendez-vous aussi jeudi. Alors par contre, essayez d'arriver de bonne heure parce que ça sera encore pire que ce soir pour la conférence de Luigi Snozzi. Voilà, je pense que ça va être aussi un grand moment. Merci à tous. Bonne conférence. Bonsoir. Je suis ravie de voir qu'il y a toujours autant de monde lors de ces cycles de conférences. La rentrée est passée, vous êtes en forme? Ouais, ça va? La routine est en... Ça y est? Non? La rentrée est passée et c'est bien d'avoir ces moments où on se retrouve et où on peut échanger, on peut discuter autour de nos disciplines, autour des sujets qui nous sont chers. On est ravis aussi d'échanger avec nos enseignants. Nos enseignants, pour ceux qui sont étudiants, et vous êtes nombreux dans la salle aujourd'hui, vous connaissez vos enseignants, mais ce sont aussi bien souvent des praticiens. En tout cas, ils ont une pratique en dehors de leur activité pédagogique. Nous aurons un cycle cette année à nouveau sur les enseignants de l'école, 3 dates à retenir, notez-les, trois dates en plus de celles, 2 dates en plus de celle d'aujourd'hui, pardon, le 10 novembre et le 8 décembre. La programmation est en cours. Nous commençons ce soir avec Christophe Hutin. On est ravis. Merci Christophe d'avoir accepté d'inaugurer ce cycle de conférences. Christophe Hutin est donc maître assistant en chant TPCAU, théorie et pratique du projet architectural et urbain. Merci. Christophe Hutin est surtout à la base architecte, diplômé de l'école. Et il est là ce soir pour nous parler de sa pratique d'architecte, de sa pratique aussi d'enseignant sans doute, et de comment il fait le lien entre les deux. Alors Christophe Hutin, c'est des projets innovants, utopiques, c'est des grands projets exemplaires, c'est des partenariats, des rencontres, des voyages au bout du monde. Il va nous en parler ce soir. Et Christophe Hutin, c'est de la pédagogie active, engagée, celle qu'on construit ensemble avec l'apprenant. C'est un maître ignorant, il se définit aussi un peu comme ça. Il emprunte ce vocabulaire-là. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. On part pour une heure, j'imagine, à peu près. Et puis on aura après un temps d'échange, parce que l'idée c'est bien qu'on échange tous ensemble. Merci et bonne conférence à vous. Alors, pour répondre à la présentation, donc merci de me donner une tribune pour pouvoir parler d'enseignement. En fait, on s'est peut-être mal compris. À l'invitation de l'école, je vais parler ce soir uniquement de mon travail d'enseignant. Voilà, je fais une distinction claire entre ma pratique professionnelle et mon travail d'enseignant. Donc ce soir, je ne parlerai que d'enseignement et de pédagogie. Alors c'est assez paradoxal pour moi de le faire dans les locaux de l'Ordre des architectes. Bon, c'est le monde à l'envers. Je ne sais pas si c'est l'inverse à l'école. En tout cas, bon, je viens parler de pédagogie ici dans les locaux de notre corporation. Alors, pour introduire le propos, je vais vous lire juste un petit texte très court d'un des personnages que vous allez voir dans les travaux que je vais vous montrer. Il y a dans les projets que l'on a menés, dans un atelier que l'on avait appelé Learning From, que j'ai monté à l'école de Toulouse avec mon collègue Daniel Estevez. On a travaillé pendant 4 ans avec des étudiants de master sur des partenariats internationaux, et notamment en Afrique du Sud. Mais aussi en France, en ayant par analogie et en miroir des interventions, en reconduisant les mêmes équipes et les mêmes modes opératoires. Alors, c'est clairement un propos sur la pédagogie. Donc, pour clarifier les termes employés, le maître ignorant, c'est une référence à un auteur qui s'appelle Jacques Rancière, qui a donc écrit un livre qui s'appelle Le maître ignorant, et qui part d'un postulat très simple, c'est que il n'y a pas de... comment dire, les intelligences des individus sont équivalentes. Il n'y a pas des sachants et des ignorants avec un phénomène de transmission verticale des connaissances ou d'un métier ou d'un savoir. Il y a des intelligences équivalentes. Tout le monde, dans ses actions, qu'on soit Einstein ou un menuisier,
on met la même dynamique d'intelligence lorsqu'on est à l'œuvre. Et donc c'est sur ce postulat de départ qu'on a construit l'enseignement de cet atelier, qui nous a permis d'agir dans des milieux populaires et critiques, vous allez voir, je vais le développer après. Et donc je me base un petit peu sur ce texte, donc le Maître ignorant, pour définir notre approche pédagogique. Juste un petit rappel lié à ce livre. Le postulat de départ aussi part de l'histoire d'un enseignant au 19e siècle qui s'appelait Jacques Otto, qui est parti enseigner en Suisse, je crois, ou en Hollande, je ne me rappelle plus. En tout cas, les étudiants qui étaient en face de lui étaient hollandais et il devait leur enseigner le français. Et il ne parlait absolument pas hollandais, donc il était dans l'incapacité de leur donner les règles du français ou de leur apprendre le français par transmission. Donc il leur a donné une édition de Télémaque bilingue, français-hollandais, pour que les gens puissent se mettre au français. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il avait des meilleurs résultats que les enseignants de français qui parlaient hollandais et donnaient les règles de grammaire et apprenaient la langue. Donc de là, toute une théorie pédagogique en a suivi, chez Jacques Rancière et chez d'autres dans les mouvements de la pédagogie actuelle, comme la pédagogie institutionnelle, etc. Un des personnages qu'on va voir dans les travaux que je vais vous montrer, c'est un musicien, c'est Bernard Lubat, musicien de la région avec qui on travaille, avec qui on a collaboré, donc vous allez voir, dans son village, mais aussi en Afrique. Et puis, dans un entretien qu'on a fait ensemble, je le relisais ce week-end et je suis tombé sur un petit paragraphe que je voudrais vous lire, puisque le parallèle entre la musique et l'architecture me semble assez fort sur ce texte. Donc il dit « Pour la musique, l'enseignement traditionnel te fait comprendre que tant que tu ne sauras pas jouer, tu ne joueras pas. Donc pour jouer, il faudrait avoir atteint un tel niveau de connaissance préalable, notamment technique, qu'alors là, tu serais autorisé à jouer. Dans ce système, très peu de personnes y arrivent. C'est une différence avec le jazz, qui a ouvert les portes à l'improvisation populaire. L'histoire du jazz, c'est des mecs qui faisaient du jazz, c'était des cancres, c'est-à-dire des ratés de l'enseignement normal. Au lieu d'apprendre, ils ont joué. Tous les jours, toutes les nuits, toute leur vie, c'est comme ça qu'ils ont appris à jouer quelque chose que ceux qui apprennent ne savent pas jouer. En gros, au conservatoire, tu apprends mais tu ne joues pas. Tu n'es jamais au point. Le jour où tu es au point, alors dans 80% des cas, tu deviens enseignant, c'est mon cas, ou dans 2%, concertiste, c'est pas mon cas. Nous proposons tout à fait autre chose dans notre conversatoire. Nous proposons de jouer d'abord pour savoir quoi apprendre. Voilà, ça c'est un texte qui m'intéresse. Et on peut remplacer le mot musique par architecture. Et on aura un petit peu les prémices de ce qu'on essaye de faire avec cet atelier. Donc le premier atelier, je crois c'est 2012, c'est en Afrique du Sud, dans le quartier de Clifton à Soweto, donc au sud-ouest de Johannesburg. C'est un quartier très important. Donc vous avez à l'arrière-plan l'urbanisme formel de l'apartheid sur une grille, et vous avez en premier plan, dans les interstices, des bidonvilles qui se sont constitués, que l'on nomme informels. Et donc Clifton est un quartier très important parce que c'est là qu'a été proclamée la Charte de la Liberté. La Charte de la Liberté, c'est le texte fondateur de la résistance contre l'apartheid et de la nouvelle constitution sud-africaine actuelle, qui, paraît-il, est l'une des plus progressistes au monde. Donc c'est un lieu de résistance. Beaucoup de leaders politiques de l'ANC ont vécu dans ce quartier précisément. Beaucoup de choses se sont passées pendant l'apartheid dans ce quartier, énormément de choses. Dans la mémoire collective, c'est un lieu très important. Et pour autant, l'aménagement urbain et l'architecture aujourd'hui, malgré 20 ans de démocratie, on voit bien qu'il n'y a eu aucune modification sur les sujets quotidiens et sur l'environnement construit et l'environnement quotidien de ses habitants. Donc on a décidé, avec des étudiants, d'aller à Clifton et de mener une action auprès de gens que l'on connaît. Aujourd'hui, il y a des mots d'un langage un peu tendance, on parle de projet bottom-up, de faire avec les gens. En tout cas, nous connaissons des gens qui sont ce qu'on appelle des leaders communautaires, c'est-à-dire, par déficit de politique, les gens se lèvent et proposent une organisation à la communauté dans laquelle ils vivent afin d'organiser le quotidien et d'améliorer les conditions de vie des habitants. C'est le cas d'un monsieur qui s'appelle Bob, vous allez voir, et qui a mis en place une institution qui, chez nous, on appelle un orphelinat, là-bas on appelle un centre communautaire pour les jeunes. En tout cas, il s'occupe des enfants de la rue. Donc voilà le public un petit peu de cette institution. Voilà les conditions de vie, les conditions d'hygiène. Je ne veux pas vous les développer, hein, tout le monde le connaît. Voilà l'environnement quotidien. Et donc la question, c'est quel type d'action on peut mener avec des étudiants dans un contexte de ce type et comment est-ce qu'on peut être pertinent.
Essayons. Ce sera plus intimiste. Ben voilà. Ça va, c'est mieux? Alors je vous montre un exemple de ce que l'architecture est en capacité de produire. À Clifton, il y a un marché qui est le plus grand marché de Soweto. Et donc pour célébrer les anniversaires de la Charte de la Liberté, etc., des fonds ont été levés pour construire un nouveau marché. Et donc vous avez en arrière-plan le nouveau marché, et vous avez en premier plan l'activité, l'usage réel que les habitants font de ce marché. Et donc vous voyez bien qu'en termes de performance et de compétences de l'architecture, bon, il y a des choses à redire. Donc finalement, on peut incliner un peu les poteaux, on peut essayer d'exister du point de vue formel. En tout cas, pour le quotidien et les vendeurs de poulets, ça n'a aucune conséquence. Donc voilà Bob, le premier jour de notre travail à Clifton, avec les étudiants. Bob nous fait visiter le quartier, donc il nous montre les problèmes d'hygiène. Ça, c'est la maison d'une dame qui s'appelle Mama Eva, c'est elle qui a fondé l'organisation que dirige Bob aujourd'hui. Et il a donc été lui-même recueilli dans cette organisation. En fait, ce sont les jeunes qui sont issus de la rue, qui sont recueillis par l'organisation, qui après en deviennent les organisateurs, quoi. Ils s'en occupent. Donc il a été recueilli dans cette maison. C'est la maison d'origine de l'institution. Et puis ensuite, comme ils sont malins, c'est dommage, on ne voit pas les couleurs. Il y a 2 bâtiments qui ont été construits à droite. Il s'agit d'une cantine, à gauche, une salle de soutien scolaire, une bibliothèque. Et en fait, c'est une équipe de basket américaine qui est en tournée en Afrique du Sud qui a payé ces bâtiments. Donc c'était une action de charité. Donc ils ont donné de l'argent pour construire ces bâtiments, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu de réflexion qui a accompagné ce projet. Donc vous avez une grande cour centrale qui est en pente, le sol est très imperméable et les conséquences, c'est que les dortoirs des enfants sont systématiquement inondés dès qu'il y a des pluies et des orages. Donc je vous dis ça parce qu'en fait on a procédé comme tel, on a fait un inventaire, on a répertorié des problèmes, notamment techniques, sur ce lieu et les problèmes du quotidien des gens qui vivent dans ce lieu. Et donc on est parti de ces problèmes pour essayer de les résoudre. Donc voilà le premier jour. Et donc la façon dont on travaille, c'est qu'on invite les gens de la communauté, tous les gens autour. Vous imaginez bien qu'il y a un taux de chômage hallucinant, il y a des gros problèmes sociaux dans ce quartier. Et donc beaucoup de gens sont venus ici travailler avec nous. Un mode opérateur aussi que nous utilisons, c'est que ces chantiers se font sur un principe de formation professionnelle. C'est-à-dire que les gens qui viennent travailler avec nous sur la base du volontariat reçoivent un diplôme de l'école d'architecture de Toulouse à la fin de ce travail. Donc voilà les gens qui commencent à venir. Et donc le premier jour, on se retrouve avec 120, 150 personnes qui viennent s'inscrire, qui veulent travailler avec nous. Et donc il y a une très forte émulation. Voilà les gens pour qui on travaille. Alors je le rappelle pour les étudiants, on fait toujours de l'architecture pour quelqu'un, ce n'est pas une fin en soi, on le fait toujours pour un groupe de personnes, une famille, une communauté, une institution. Voilà la vie de cet endroit, magnifique. Et donc le sujet, c'est celui-là. Alors, un des personnages, il y en a plusieurs, vous allez voir, on invite des gens aussi qui ont des compétences et qui nous apprennent aussi plein de choses. Le monsieur à droite, c'est un architecte japonais qui s'appelle Kinya Maruyama, peut-être vous le connaissez, il a fait un très beau jardin dans le cadre du festival de l'Essuaire à Saint-Nazaire, à Paimboeuf. Un des fondateurs d'un groupe d'architectes, Team Zoo. Il a 75 ans, je crois, mais il est très en forme. Il est de petite taille et il impulse quelque chose dans le travail qui fait qu'il y a toujours une espèce de dynamique et un propos incroyable. Donc j'aime bien travailler avec lui parce que c'est pas quelqu'un qui se met devant pour démontrer quelque chose. Lui, il est plutôt derrière et il pousse les gens à faire des projets et à faire sortir des choses. Et donc lui, il n'envisage pas du tout de faire un projet, mais peut-être 50, 60 projets. C'est comme un archipel. Et donc ici, nous travaillons dans la cour sur le sujet des eaux pluviales. Donc nous avons un partenariat avec Lafarge, le centre de recherche, qui a mis au point un nouveau béton, qui est un béton drainant qui s'appelle Hydromédia. Bon, je fais vite sur la technique. Il se trouve que ce béton pouvait s'appliquer ici parfaitement, puisqu'il nous permettait de collecter les eaux pluviales, de les rediriger, et de traiter enfin la question des eaux pluviales sur cet endroit. Donc la mise en œuvre de cette dalle, elle s'est faite avec des gens non qualifiés, puisque moi-même je ne suis pas qualifié pour faire ça, les étudiants non plus. Mais, comme on l'a vu dans le texte tout à l'heure, on joue, et ce qu'on joue, c'est ça qui nous dit ce qu'on doit apprendre.
Et donc on a appris à faire ce travail. Et vous voyez que les murs ne sont pas droits. Il y a toujours un propos narratif, un propos basé sur l'imaginaire avec Igna qui est formidable. Voilà le travail qui démarre. Ici, un garçon aussi qu'on reverra plus tard, lui là, c'est un maçon. Peut-être il ne savait pas qu'il était maçon au début du travail. Et en fait, il avait des qualités incroyables sur le travail d'un point de vue technique. Il a assuré beaucoup de choses sur ce travail, sur ce chantier. Et vous verrez, on le retrouvera plus tard. Un petit projet de Quigna, formidable. Donc il y a l'orphelinat, et puis derrière, il y a une crèche là, ici. Et le problème, c'est qu'il y a un mur d'enceinte, comme dans beaucoup d'endroits. Et évidemment, les enfants ne peuvent pas communiquer entre eux et pas voir ce qu'il y a dans la crèche. Donc il a immédiatement proposé de faire une montagne pour que les enfants puissent observer et communiquer avec la crèche. Bon voilà, c'est pas très glorieux, mais c'est formidable. Et ça marche immédiatement. Donc voilà l'ambiance du chantier. Le chantier a duré 15 jours. Voilà un jeune qui a travaillé beaucoup avec Quigna. Alors lui maintenant il veut devenir maçon, mais au Japon. Voilà, alors ensuite, bon, je ne vais pas développer la technique parce que ce n'est pas le sujet. Justement, il faut dépasser la technique pour aller faire de l'architecture. Mais en tout cas, il fallait gérer la question du drainage et des terrassements et des sols. On a fait un travail de sol, de bas-relief dans cet endroit. Et donc, on a eu 60 tonnes de gravier. Et donc, évidemment, on n'avait aucun outillage. On a des poubelles, on a des pelles, on a ce qu'on trouve, mais on est très nombreux. Alors, on a beaucoup d'énergie, donc ça ne pose aucun problème. Voilà des réunions de travail. Évidemment, il faut communiquer avec l'ensemble des gens qui participent. L'Afrique du Sud a un rapport avec la démocratie très très fort et très sensible. Il ne faut pas déconner sur ce sujet. Tout ce qui est fait doit être débattu, expliqué, explicite. C'est très important. Alors ensuite, on a donc coulé cette dalle. Donc façon préalable, comme ça, il y a eu quelques réunions de mise au point et d'explication du sujet pour savoir comment ça fonctionne et quel est son but précis. Un moment important aussi, ici c'est un échantillon du béton que l'on utilise pour montrer sa capacité drainante. Voilà, donc vous voyez, on verse de l'eau dessus. Cette explication est faite à l'ensemble des personnes et c'est très efficace. En fait, l'éducation, c'est des questions d'émancipation, émancipation intellectuelle et émancipation pour tout le monde. Et voilà le coulage de la dalle. Donc on a eu 10 camions toupies comme ça. On a coulé 500 mètres carrés. On a fait ça en quelques heures. Et c'était très très intense et c'était très intéressant. Alors, je manque d'images là-dessus, mais juste une histoire, parce qu'en fait c'est des histoires qui sont intéressantes. Ce béton, pour le mettre en œuvre, donc il est coulé, et puis ensuite avec des plaques comme ça, il y a une machine qui s'appelle un compacteur qui vient taper sur les plaques pour faire la finition et aplanir ce béton. Et donc il était tard, on a eu le béton trop tard, le compacteur a cassé immédiatement. Donc on ne pouvait pas compacter. Il se trouve que dans l'orphelinat, ils pratiquent la danse et le chant, et ils pratiquent une tradition de danse en Afrique du Sud qui s'appelle le gun boots, c'est-à-dire qu'ils dansent avec des bottes. C'était une danse qui avait été mise au point par les mineurs dans les mines, qui leur permettait de communiquer entre eux dans des environnements très, très sonores, très bruyants dans les mines. Et donc ils tapent des pieds de façon synchronisée, ils tapent sur leurs bottes pour faire de la percussion, ça s'appelle le gun boots. Et donc le compactage de la dalle s'est fait avec tous les jeunes, sur le gun boots. Voilà. Et donc, c'est un compactage. Évidemment, les opérateurs de la Farge étaient un peu surpris du mode opératoire, mais ça a fonctionné. Voilà. Donc, les hommes sont meilleurs que les machines. Il y a même des Bordelais dans l'histoire qui traînent. Voilà, la dalle finie. Et puis, vous avez sur l'arrière-plan, maintenant, on travaille sur des structures qui permettent de relier les bâtiments entre eux pour créer de l'ombre, assurer les circulations. Cet endroit était un endroit plein de boue dès qu'il pleuvait, qui posait un grand nombre de problèmes d'hygiène dans l'orphelinat, qu'on a pu régler par des systèmes de couverture, en reliant les bâtiments entre eux. On n'a pas fait de démonstration d'architecture, hein, c'est sans prétention. C'est juste essayer de prendre les problèmes et essayer de les régler. Ça, c'est une amie, Karine Smuts, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une femme assez incroyable qui travaille dans les townships, mais à Cape Town, pas à Johannesburg. Et souvent, quand on fait des actions comme ça, elle vient travailler avec nous. On prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Elle va d'ailleurs, j'y pense, être décorée chevalier des arts et des lettres demain à Cape Town. Et donc, elle fait des mosaïques avec des enfants. Comme quoi, vous voyez, on peut être décoré en ayant fait des mosaïques avec des enfants. Il n'y a pas de problème.
Ça, c'est Bastien, un des étudiants du groupe. Et ce jeune homme aussi, c'est quelqu'un de très très important dans le dispositif. Il s'appelle Ginger. En fait, c'est un jeune homme que j'ai rencontré au cours des visites préalables dans le quartier. Et en fait, il sort de prison. Il a fait une très très longue peine de prison. Et il se trouve que ce jeune homme, en sortant de prison, il a été rejeté par la communauté de Clipton. Et donc, pour se réhabiliter auprès de son quartier, auprès de son environnement quotidien, il s'est mis à faire du paysage, des jardins. C'est-à-dire, il a pris tous les délaissés qui étaient dans le bidonville, et il a planté des légumes, il a fait des jardins. Et donc, quand j'ai visité le quartier, on m'a montré son travail, que j'ai trouvé assez remarquable. Et en fait, c'est quelqu'un qui est très proche de Gilles Clément, mais il ne le sait pas. Et j'ai trouvé ce mec formidable. Et donc, je lui ai proposé de venir se prendre en charge de ce sujet sur le chantier, sur le workshop, et de travailler avec nous. Et c'était formidable, puisque derrière aussi, il a assuré dans le temps, sur le long terme, le travail. Voilà, ce que je veux dire aussi, je voudrais préciser, il ne s'agit pas du tout d'une action humanitaire, hein, que ce soit bien clair. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là. Voilà une serre pour les semis, mis au point, avec les femmes qui font des pots avec du papier journal. Il y a une émulation incroyable, hein, il y a plus de 100 personnes qui travaillent tous les jours. Les systèmes de drain, de récupération des eaux pluviales qui sont renvoyés sur des potagers. Récupération de l'eau. Et alors ça, ce projet-là, vous voyez, ce projet-là ici, il y a 2 étudiantes canadiennes de master Erasmus qui sont venues travailler avec nous. Et donc, elles ont fait, pour leur projet de master, 2 chiottes. Alors, moi, je suis très fier de ce travail parce que dans cette orphelinat, il y avait 1 toilette. Et donc, pour 120 enfants. Donc, c'est un sujet pour les architectes. Alors, c'est pas glorieux. Elles n'auront pas des belles publications avec ce travail. Mais je peux vous dire que par rapport au quotidien et aux enfants dans cet endroit, le travail qu'elles ont mené est énorme. Et donc, elles ont récupéré cette structure en métal, qu'elles ont refaçonnée, qu'elles ont travaillé. Elles avaient lu tout. Elles étaient les expertes des toilettes sèches, de tous les systèmes possibles et imaginables. Et puis, en fait, on a trouvé une connexion à un tuyau qui partait vers un assainissement individuel du toilette existant. Et donc, elles se sont reconnectées dessus. Voilà le travail de Ginger sur les jardins. Et puis ça, c'est le dernier jour. Donc le dernier jour, évidemment, on fait la fête et puis surtout, on remet les diplômes de façon très officielle. Voilà les gens qui ont travaillé. Voilà les enfants. Voilà des choses très simples pour revenir à la notion de compétences et performance de l'architecture. Vous pouvez, pour les étudiants, je renvoie à Herzberger dans ses leçons d'architecture. Et voilà les diplômes, donc un peu comme le bac, vous voyez, avec les logos, l'école d'archi, les partenaires, etc. Et donc les gens ont un diplôme qui atteste des compétences qu'ils ont développées et qu'ils ont pu travailler au cours du workshop. Voilà. Donc ce jeune homme, Kwaito, le maçon, il est maçon maintenant, il a trouvé du travail. Et un dernier point, une dernière chose que l'on a faite, on a mis un peu d'éclairage. Évidemment, il n'y a pas d'éclairage dans cet endroit. L'accès à l'énergie n'est pas possible. Donc on avait juste ramené, c'est le seul truc qu'on a importé, hein, désolé, on a amené des petites lampes avec des petits panneaux solaires qui permettent le soir d'éclairer, d'avoir une autonomie jusqu'à tard dans la nuit. Et sur la question de la sécurité des enfants, c'était un point essentiel et c'est quelque chose qu'on retravaillera après, la question de l'éclairage. Voilà le gunboot, mais ce coup-ci en dimension réelle sur la dalle. Et donc cette dalle, vous voyez, elle part d'un problème technique, mais elle ne s'arrête pas à la résolution d'un problème technique. Il s'agit bien d'une architecture qui offre une capacité à cet endroit à produire des événements artistiques, à montrer leurs compétences, à montrer leur savoir-faire. J'ai fait l'année dernière la scénographie d'un spectacle de danse contemporaine avec des jeunes issus d'un township qui tournent en Europe et qui gagnent très bien leur vie. Donc c'est très sérieux. C'est ça l'émancipation. Alors le plan est dégueulasse à l'affichage, mais je l'ai juste mis, non pas pour le montrer, je voudrais juste vous dire que le plan, on le fait après. C'est-à-dire, une fois que le chantier est fait, que le projet a été réalisé, on peut commencer à dessiner parce que c'est précis. Alors après, là maintenant, on est à Uzeste. Uzeste, c'est un village à 50 km au sud de Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Et donc, il y a, ça, c'est le théâtre à musiciens de Bernard Lubat, donc, que j'ai cité tout à l'heure. Et donc, vous voyez, c'est Bob ici et le maçon.
Voilà, donc ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu monter la même opération en France de façon réciproque. C'est trop facile pour nous d'aller travailler en Afrique, c'est impossible pour l'Afrique de venir travailler chez nous. C'est impossible. Il n'y a pas un bâtiment africain en Occident, c'est pas normal. Donc il était très important pour nous de pouvoir opérer de façon d'opérer en miroir et qu'il puisse y avoir une réelle réciprocité et que la même équipe soit reconduite pour travailler en France. On a beaucoup à apprendre de l'Afrique et notamment de ces gens-là dans notre cas. Donc voilà Bernard Lubat, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le personnage de gauche. Ça c'est donc l'intérieur de l'estaminet que nous avons refait il y a quelques années. Et voilà le village. Alors, bon, je ne peux pas tout raconter, mais dans ce pré, ici, tous les étés, au mois d'août, ils font un festival, un très très gros festival depuis 30 ans. Donc l'idée, c'était d'intervenir dans le village, comme je l'ai dit tout à l'heure, sous forme d'archipel. On ne fait pas un projet, on fait plein de projets partout, de prendre les lieux tels qu'ils sont, fonctionner par inventaire, et augmenter la capacité, augmenter les lieux dans leurs compétences. Et puis Bernard nous a attiré notre attention aussi sur ce ruisseau qui traverse le village, qui est magnifique, qu'on a appelé le ruisseau éducant, puisque vous allez voir, les enfants du village sont tout le temps fourrés dans ce ruisseau, et il est bien question d'éducation et d'apprentissage. Vous voyez, ils écrivent des choses dans l'eau. Voilà. Une salle de classe. Il y a un tableau noir, il y a tout. Voilà. Alors on a été à Uzès aussi parce qu'on avait envie de se confronter à ces artistes, à ces musiciens qui sont spécialisés dans l'improvisation. Et on voulait se poser la question de savoir ce qui était envisageable dans le domaine de l'improvisation en architecture. Donc on a été se frotter un peu à eux. Alors après, des personnages importants, toujours clés, ce monsieur-là, il s'appelle Gérard Vierge. Il a un programme de recherche qui s'appelle ABOV. Ça veut dire aboutage du bois vert. Vous savez, il y a eu une grosse tempête. Quand on descend sur l'autoroute vers Bayonne, sur la gauche, là, il y a des millions de mètres cubes d'arbres. Il y a des arbres à perte de vue. Il y a de quoi construire Bordeaux 2 fois avec ces arbres. Et donc, l'État a lancé un programme de recherche pour trouver des débouchés industriels sur l'usage de ces arbres qui sont une ressource très importante et que l'on a eu comme ça d'un coup. Alors, on l'a sollicité, on a dit, est-ce qu'on pourrait, nous, dans le cadre de nos travaux, bénéficier de ces ressources pour non pas développer des projets industriels, mais développer plutôt des projets architecturaux modestes qui pourraient ouvrir des voies. Alors, on a fait un premier travail. On a fait un tas de bois comme il y a partout sur les bords des routes chez nous, notamment dans les Landes. Et donc je dis ça parce que le monsieur qui est là, ici, là, ça s'appelle un grumier. C'est lui qui manipule les troncs d'arbres. C'est un métier, grumier. Ça veut dire qu'il y a une technique, un savoir-faire. Et souvent dans l'architecture, on ne sait pas solliciter la compétence des gens, et notamment des métiers, des savoir-faire. Et donc c'est une notion qui est importante pour nous. Et ce monsieur, c'est devenu l'opérateur de ce travail, de ce projet. Et en fait, le personnage clé, c'est lui. Voilà, et donc on a écrit libre en bas-relief sur le tas de bois. Voilà. Pour le Sud-Africain, ça a du sens. Pour nous, on s'en fout un peu, mais voilà. Donc l'architecture vernaculaire des Landes. Et puis après, on a fait quelques tentatives, quelques expériences. On a construit un pavillon qui peut servir pour le festival, pour l'accueil du public. Il suffit de le couvrir. On a mis en place une petite structure d'hébergement pour les techniciens du festival qui sont en plein soleil tout l'été, enfin en tout cas au mois d'août qui ont trop chaud. Et puis en même temps, on fait des concerts avec les musiciens. On essaie de mélanger les deux et d'accueillir du public. Ça, c'est la batterie de Bernard Lubat. Alors, il écrit partout. Et donc, il fait des textes. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup le texte. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. C'est autorisé en musique, en architecture aussi. Et donc il écrit sur ses instruments parce qu'il a des prises de parole quand il joue. Il écrit partout. Et donc on a fait un travail d'écriture aussi avec les étudiants. On a un petit peu travaillé notamment sur le lettrage de Bernard pour après continuer le travail qu'il avait commencé d'écriture sur la façade du bâtiment qui exprime son contenu. Le jardinier, Ginger, qui a usé aussi avec nous, bien sûr, qui récupère des graines partout où il va. Il a fait tous les marchés de légumes, de fleurs, etc. Il s'est régalé pendant 15 jours. Il a été invité à manger chez tous les habitants du village. C'était la star locale.
Et puis on a aussi, dans la partie arrière de l'estaminet, on a fait une salle de bal, un plancher de bal en bois pour pouvoir danser, puisque l'été, donc, ils ont cette pratique populaire du bal. Et c'est vrai qu'il n'y a plus trop d'endroits pour le faire. Et donc il fallait un lieu très simple où on puisse danser. Donc on a resserré un petit peu les éléments porteurs pour qu'on puisse danser de façon conséquente. Alors, je vous ai pas montré tout à l'heure, il y a aussi des jeunes filles de l'orphelinat qui sont venues participer à cet événement, puisqu'elles font de la danse, de la musique. C'est important qu'elles viennent aussi partager avec la compagnie Luba le travail durant ces 15 jours. Voilà le ruisseau et du camp. Alors ça, c'est un tout petit projet à Détroit que j'ai fait pendant une semaine avec des étudiants américains. Alors on m'a invité à Détroit pour aller faire un projet pendant une semaine. Il fallait construire quelque chose avec des étudiants. Donc une semaine, c'est court, et puis moi je ne connais pas Détroit. Alors ces étudiants de l'université américaine, donc j'étais en relation avec eux, et puis ils ont mené un atelier extrêmement académique, c'est-à-dire ils ont produit de l'architecture de façon assez abstraite, je dois dire, avec des choses de l'ordre du design et des choses assez déterminées, mais pas très précises par rapport au contexte. Et donc j'avais demandé à ce qu'on puisse documenter ce quartier. Donc le quartier s'appelle Southwest Détroit, c'est au sud-ouest, comme à Soweto. On est tout le temps au sud-ouest, je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est un quartier comme ça, de maisons individuelles. Donc je ne vais pas vous refaire l'histoire de Détroit, vous savez ce qui s'y passe, ce qui s'y est passé. Donc il y a une maison sur deux qui est vacante, les gens y mettent le feu. Et donc ici, sur cette parcelle, on avait, vous voyez là en bas-relief, là, les traces, c'était le club des vétérans du Vietnam, qui a été démoli puisqu'il était vacant. Et comme les gens y mettent le feu, ils ont préféré le raser pour pas que ça se propage à la maison d'à côté qui était tout en bois. Et donc l'organisation communautaire avec qui j'ai pu travailler a récupéré le droit d'utiliser cette parcelle. Dans le droit américain, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils se sont retrouvés propriétaires de la parcelle. Et donc l'objet était de mener un projet à cet endroit-là. Donc j'avais fait tout un travail d'inventaire des maisons sur Google Street Map, dans la rue, là, vous voyez. Et donc je connaissais à peu près toutes les maisons. Et puis, donc, j'arrive le dimanche soir à Détroit. Voilà le quartier. Donc, c'est un quartier où il y a beaucoup de Mexicains. Les gens parlent essentiellement espagnol. Il y a beaucoup de gens qui sont sans emploi. Il y a des très gros problèmes sociaux. Et donc, le lundi matin, je me retrouve à rencontrer les étudiants. Donc, on m'avait demandé de travailler à l'université pendant la semaine pour le samedi pouvoir livrer le projet construit sur le site avec une inauguration, avec le conseiller culturel français, etc., etc. Donc j'étais assez mal à l'aise puisque je ne voyais pas trop comment produire un projet à l'université. Donc j'ai demandé à ce qu'on puisse travailler sur le terrain dès le lundi matin. Et donc on avait alors voilà l'état des maisons. C'est une maison comme ça vaut 10 000 € si vous voulez vous installer à Détroit, c'est pas cher. Il y en a une sur deux qui est à vendre. Donc voilà, on avait un garage comme ça, avec ces gens. Donc lui, c'est Eric, c'est la personne qui organise tous les projets communautaires, une jeune femme avec qui on a travaillé, du quartier. Et donc, le lundi matin, on rencontre les étudiants qui arrivent avec des panneaux à zéro et des maquettes. Vous voyez ce que c'est, les panneaux à zéro, des maquettes avec des choses extrêmement formalisées et extrêmement déterminées. Alors j'étais très emmerdé parce que j'ai aucune compétence pour les aider, pour mener à bien ces projets. Et comme je suis un grand fan de Jim Harrison, j'avais envie d'aller me promener dans les paysages du Nord Michigan. Donc je leur ai proposé de revenir le vendredi, inaugurer les travaux qui auront été faits, mais en tout cas je ne pouvais pas intervenir, j'étais vraiment incompétent pour intervenir. Alors ils m'ont proposé, ils m'ont dit, bon quand même, avant que tu partes, viens voir la parcelle et puis on va voir ce qu'on peut faire. Alors voilà, Eric et puis Esteban Castro, c'est le monsieur qui m'a logé dans une maison formidable. Je montre les gens parce que c'est important. Là, évidemment, c'est lui que je montre, hein, on s'en fout de ma tête. Hein, mais, donc ce monsieur-là, c'est un Indien Anishinaabe. C'est un Indien qui vit en milieu urbain, à Détroit. Vous connaissez les communautés indiennes aux États-Unis, ce qui leur est arrivé. Et donc, il travaille avec les communautés indiennes en ville. Et ça m'a passionné. Voilà, ce mec-là m'a passionné parce que la culture indienne, en fait, elle a probablement les réponses aux problèmes que traverse la ville. Et c'était très intéressant de l'avoir avec nous pour travailler. Et donc, on va voir la parcelle. Et voilà la parcelle. Et en fait, au milieu de la parcelle, ici, on ne le voit pas très bien sur cette photo, il y a une énorme flaque. En fait, il y a un tuyau de la ville dans le sous-sol qui est percé.
il y a une résurgence sur la parcelle. Donc il y a une flaque d'eau qui fait à peu près, je ne sais pas, 25-30 mètres carrés, qui rend impossible l'implantation de tous les projets qui avaient été produits par les étudiants. Ouf. Et, donc il faut changer complètement, il faut tout refaire, il faut faire autre chose, on ne va pas y arriver. Alors, je propose aux étudiants, je leur dis, mais peut-être il faudrait ouvrir le portail qui est fermé avec une chaîne, un cadenas, faire du porte-à-porte, aller voir tous les habitants du quartier, les inviter pour ouvrir la parcelle et leur donner cette parcelle. Alors c'est très symbolique, hein, c'est très simpliste. Mais le symbolique, c'est efficace aussi, on en a besoin, parce que sinon, le marketing, ils en font du symbolique, mais nous, on n'en fait pas. Alors on a fait ça, on a fait du porte-à-porte, on a été voir tous les habitants du quartier, on les a invités, et on a ouvert la parcelle. Et j'avais proposé, j'avais dit, peut-être, est-ce que ça ne suffit pas de faire ça? Et puis les étudiants, évidemment, ils ont plein de désirs de faire des choses, et tant mieux. Et donc ils se sont mis au travail, ils ont voulu faire des choses. Donc on a fait des choses. Et donc ce jeune homme-là, ici, là, lui, là, il avait fait, simplement, il avait fait un abribus en bois, très compliqué, avec une couverture, un banc, vous voyez, un abribus, quoi, qui était vraiment de l'ordre du design, très compliqué à construire, très cher, très difficile à faire. Et donc, en discutant avec les habitants sur le terrain, il dit, mais en fait, ce que je voudrais faire, moi, c'est faire de l'ombre pour les gens, pour qu'ils puissent s'asseoir et puis avoir de l'ombre. Et puis, en discutant avec lui, je me rends compte que pour payer ses études, il travaille dans une entreprise de paysage, il passe ses journées à planter des arbres. C'est son métier. Alors, je veux dire, sur le plan de la pédagogie, que les individus, dans des dispositifs de ce type, la première chose à mettre en place, c'est solliciter les compétences des personnes. On est tous différents, on a tous un parcours de vie. Et lui, en l'occurrence, il avait une compétence qui, immédiatement, pouvait être à l'œuvre, pouvait être opérationnelle pour créer une compétence et de la performance dans le projet. L'entreprise dans laquelle il travaille a donné les arbres, évidemment. Ils sont plutôt fiers et contents de contribuer à un projet de ce type. Et donc, il a fait ça très bien. Il a planté un verger. Voilà. Et puis, il y a le problème de la flaque. Bon, on n'est pas équipé, on n'a aucun moyen pour régler le problème de la flaque. Donc, il y a une résurgence d'eau avec de la pression, avec de l'eau potable qui arrive avec de la pression. Donc, on propose, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un bassin? Et donc, avec l'ensemble des éléments qu'on a trouvés sur le site, on a fait une bordure qui reprend l'empreinte de la flaque. Et on a donc créé un bassin et le niveau d'eau a, dans la semaine, continué à monter. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a tout un écosystème qui, depuis le temps que ce terrain est délaissé, donc je vais me faire Gilles Clément encore, je crois que Gilles Clément, il dit « observer plus, jardiner moins ». On pourrait, nous, observer plus, construire moins. Et donc, il y a tout cet écosystème. Donc, on travaille avec un paysagiste aussi, qui va faire tout un inventaire des plantes avec des outils donc, de connaissance de ces plantes et de cet écosystème. C'était passionnant, j'ai appris plein de trucs. Donc les étudiants ont étiqueté toutes les plantes. En fait, c'est un projet ready-made. Voilà. C'est un jardin botanique, c'est un bassin d'eau ready-made. Alors après, ça c'est les gamins qui viennent travailler après l'école. Et puis il y a toujours un truc, alors les étudiants viennent me voir et me disent « Ouais Christophe, on a trouvé un truc génial, on nous a donné 100 palettes ». Voilà, alors c'est très emmerdant parce que quand on veut faire des choses quand on est étudiant, ça finit toujours avec des palettes. Et par rapport à la notion de métier dont je parlais tout à l'heure, vous voyez, il y a des ébénistes, des menuisiers, des charpentiers, etc. Bon, la palette, c'est la négation de tout ça. Je veux dire, c'est un produit, c'est un objet industriel, standard, souvent dégueulasse, en mauvais état. Bon, donc j'étais emmerdé, mais je ne peux pas leur dire non. Ils avaient vraiment le désir de faire quelque chose. Et donc les habitants avaient demandé à ce qu'il y ait un lieu de réunion publique dans ce quartier et sur la parcelle. Donc ok, faisons un hémicycle, faisons quelque chose avec ces palettes. Et donc on a testé toutes les dispositions possibles et imaginables, en demi-cercle, en L, en U, en tout ce que vous voulez. Et puis après, donc, il y avait un travail, je leur avais demandé quand même de ne pas rester là, et justement d'atteindre un niveau de prestation qui n'était pas celui d'un empilement de palettes, mais de quelque chose qui se réfère à un métier. Après, on a mis des poissons dans le bassin. Voilà, c'est très simple, hein. C'est un travail fait avec des étudiants, c'est un projet pédagogique, je le rappelle. Et puis, donc on retourne à Clipton. Quand on a fini le travail sur l'orphelinat,
On a évidemment visité le quartier et puis on avait fait beaucoup d'inventaires. On avait répertorié toutes les maisons du quartier, toutes les rues. En fait, on a fait le plan du quartier. Et on avait ce rêve qu'en fait, au lieu de faire de l'aménagement urbain, on puisse faire le plan du quartier tel qu'il est et que ce soit en fait un vrai projet d'urbanisme que de faire ce plan, c'est-à-dire reconnaître les choses. Il y a un caillou dans ce quartier, un caillou que personne ne regarde, c'est le caillou sur lequel Mandela a fait un discours très important dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc il y a des institutions qui existent, qui créent du symbolisme et qui sont très importantes pour l'imaginaire collectif. Et donc nous, on voulait célébrer un peu tous ces éléments existants que l'aménagement urbain ne sait pas reconnaître. Et puis on est tombé sur ce monsieur, il s'appelle Maniki. Et donc Maniki, il a transformé sa maison en musée du quotidien. Donc il a accumulé, vous voyez, tout l'univers, l'environnement quotidien, les objets domestiques qu'on peut avoir depuis les années 50 dans ce quartier-là. C'est un type incroyable. Et puis, en bas de chez lui, il y a un ancien cinéma qui est en ruine, qui s'appelle le Sans Souci. Et ce cinéma, pendant l'apartheid, c'était le seul lieu de production culturelle. C'est là que Myriam Makeba a démarré sa carrière, Abdoulaye Ibrahim. Tous les grands jazzman ont démarré dans le Sans Souci, puisque c'était le seul lieu où on pouvait se réunir et avoir des événements culturels. Ce cinéma est en ruine, personne ne s'en est occupé, l'ANC est au pouvoir, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, il y a un développement urbain qui... Les gens n'ont probablement même pas été sur place, ne sont pas au courant de l'existence de cette institution. Et donc on a décidé avec lui de s'engager sur le projet du Sans Souci. Alors évidemment, on n'a pas d'argent, bon, c'est difficile. Ça coûte cher un cinéma. Alors voilà le cinéma, voilà ce qu'il en reste. Donc c'est trop sombre, je suis désolé, mais c'est le mur du fond. Et ça c'est la façade ancienne du cinéma. Donc vous voyez, tout est tombé, c'est devenu une décharge. C'est vraiment, c'est catastrophique. Donc on n'est clairement pas en capacité, en termes de moyens, de reconstruire un bâtiment de cinéma. Mais on peut peut-être relancer son usage. Alors on arrive, toujours pareil, avec les étudiants. Tous les gens, les volontaires du quartier viennent travailler avec nous. Je passe sur la logistique, l'organisation qui est très pénible. Les repas du midi, c'est le vrai sujet dans des travaux comme ça. L'architecture, c'est rien à côté. On travaille aussi avec une organisation qui s'appelle Eat My Dust. Ici, là, vous avez un réalisateur belge qui en fait a fait faire aux enfants du quartier des films documentaires et des fictions sur le quartier de Clifton. Donc ils ont travaillé, ils travaillent là-bas, ils ont une permanence, hein, ils forment les jeunes à l'audiovisuel, certains partent faire des études d'ailleurs dans ce domaine. Et donc ils ont réalisé des films. Et donc évidemment l'idée c'était de projeter ces films dans le cinéma. Vous voyez la prise, l'ancienne scène qui est cassée. Et puis vous voyez ici, là, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, mais c'est pour faire le clap pour la scène. Vous reconnaissez Ginger, toujours au boulot sur les jardins. Voilà le cinéma là, dans le quartier. Voilà après quelques jours de nettoyage. Et puis on a sorti de la peinture aussi. Donc les gens, on voulait repeindre le mur pour pouvoir lancer des projections. Et puis ils ont tout peint en blanc. On ne s'arrête plus. Après, on a fait un travail de métal, avec quelqu'un qui est un spécialiste du métal, Samuel Mott. Et puis, on a fabriqué un baobab en métal, qui est aussi un jeu pour enfants, vous allez voir après, qui a une dimension symbolique aussi dans la culture africaine importante. Ensuite, on a construit une scène et des mâts pour faire de l'éclairage. Donc on a construit une scène qui est parallèle à l'implantation du cinéma, puisque le cinéma donne sur un grand espace dit public, hein, c'est comme ça, de façon générique on appelle ces endroits, qui permet d'avoir une scène et qui permet d'avoir un lieu praticable pour les enfants, notamment le soir. Donc voilà le coulage. On a coulé aussi les fondations pour nos poteaux métalliques. Voilà le jardin des ruines, avec un café qui va se développer à l'intérieur. Alors je montre ça, bon, je ne peux pas tout raconter, on n'a pas le temps, mais les étudiantes qui avaient travaillé là-dessus, elles avaient prévu de faire des ouvrages en béton. Là. Elles ont bossé pendant 6 mois dessus, comme des folles. Et en arrivant sur place, c'était juste impossible de le faire. Et donc elles ont tout mis à la poubelle, il a fallu tout changer, faire autrement. Ça, c'est l'architecture. Les travaux de mosaïque, fait avec les gens, voilà, les gens veulent faire des mosaïques, allons-y. Et puis donc Bernard est venu avec nous, donc, puisqu'on s'est dit quand même avec la collaboration qu'on a mis en place, finalement est-ce que pour faire ce cinéma, il ne fallait pas faire des concerts et des projections de cinéma avant de faire le bâtiment.
Et finalement, est-ce que le bâtiment, c'est une fin en soi? Donc là, Bernard joue dans le cours de l'orphelinat. Vous voyez, les arbres ont poussé, tout a changé. Ensuite, ils ont animé des ateliers d'improvisation avec les enfants de Sky, de l'organisation, pour qu'ils puissent se produire dans le cinéma. Et ensuite, on a posé de l'éclairage. On a trouvé une société qui s'appelle Suna Design, qui est sur Blanquefort, qui fait de l'électrification en milieu rural, en Afrique, en Inde, etc. Et ils ont des produits hallucinants. Ils nous ont donné des lampes formidables. C'est des lampes solaires qui sont très difficiles à vandaliser et à voler. Elles sont extrêmement bien pensées. Et donc, comme c'était une capacité pour eux d'expérimenter et de mettre à l'épreuve leurs innovations, on les a utilisées. Je montre ici aussi, vous voyez, les branches du baobab, là, je vous les ai montrées tout à l'heure, elles étaient très jolies. Là, c'est complètement raté. Voilà, je vous dis ça parce qu'on rate énormément de choses. Et quand on expérimente et quand on veut expérimenter dans ce genre de conditions, il faut accepter de rater des choses. Et voilà les lampes qui s'allument le premier soir. Ça, c'est un super moment pour nous, ça. Vous voyez, immédiatement, tous les enfants autour viennent. La lumière, c'est très important. C'est la sécurité aussi. Voilà les premières projections sur la première semaine. Et puis petit à petit, des événements se mettent en place. Alors ce qui est formidable, c'est que nous, notre rendu, c'est ça en fait. C'est l'usage. C'est ça le rendu. Et donc vous voyez comment les gens s'organisent sur le site. Tout ce qui se passe, ce n'est pas du tout ce qu'on avait envisagé et prévu. Et ça, c'est formidable. Voilà un concert sur la scène. Ce mur a été peint aussi, on ne sait jamais. Et puis on a fait une projection, un soir on a fait une projection, je crois, de les temps modernes. On a projeté les temps modernes avec un appareil professionnel, on avait loué des chaises, et donc on a fait une vraie séance de cinéma, avec, vous voyez, il y a une sonorisation, etc. Voilà les films produits par les Hit My Dust et les jeunes pendant les 15 jours. Vous voyez, Sans Souci Stories. C'est une série de films documentaires sur la vie du quartier. Et puis, vous voyez ici, il y a des gens qui s'installent avec des stands pour faire à manger. Ça, c'est l'économie. On a eu, sur la projection, je crois qu'on a eu 500, 600 personnes. Vous voyez, l'ombrelle de tout à l'heure. Voilà, je m'arrête là. C'était des histoires d'ateliers sur l'enseignement. Juste ce que je peux vous dire pour terminer, c'est que la question que je pose aux jeunes avec qui on travaille, c'est quel architecte vous voulez être? Voilà. Merci Christophe pour cette conférence passionnante. Effectivement, tu n'as pas parlé de ta pratique d'architecte, mais on a quand même vu un architecte dans ce que tu as présenté. Et je pense que ça évoque, enfin, je vais vous laisser la parole, je pense que vous avez beaucoup de questions. Moi, je voulais en profiter d'avoir le micro, t'en poser une. Quand c'est que tu viens à Bordeaux pour faire Learning from à Bordeaux? Ma chère Delphine, je suis déjà là. Je sais. Des questions? Bonsoir. Alors, en fait, je me posais la question de quelles sont les valeurs qui vous animent en tant que vous, architecte, pour mener des actions comme ça. Et surtout, est-ce que d'après vous, elles sont indispensables à notre génération d'architectes qui sommes, enfin, futurs architectes qui sont encore étudiants dans la situation globale que l'on connaît? Qu'est-ce que vous entendez par valeur? C'est-à-dire que je pense qu'on ne se lève pas un matin en disant je vais aller construire, faire un jardin en Afrique du Sud
il y a bien quelque chose derrière qui vous anime, vous, de plus personnel, qui vous pousse de faire des choses comme ça, à faire des choses comme ça. Non, c'est uniquement l'envie. Non, mais c'est le désir de faire des choses, hein, voilà. Vous avez Uniquement. des désirs de faire des choses. Oui. Ben Oui. voilà, c'est pareil. D'accord. C'est exactement pareil. Ouais, une question en termes financiers, du coup, par qui en général c'est financé? Par exemple, les workshops, les étudiants se payent leurs billets, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des subventions, tout ça, quoi? Est-ce que ça, ou est-ce que, bah voilà, les écoles sont riches. Donc non, le prochain, l'école va payer les billets, hein, n'est-ce pas Delphine? Puisque l'école est riche, il n'y a pas de problème. Non, oui, c'est un point important, vous avez raison. Alors, je voudrais dire d'abord que ce qu'on fait, ça coûte rien. C'est le premier point. Ça a un coût sur la logistique, les déplacements, les billets d'avion, etc. Et donc, on a un peu de soutien des écoles. Et puis après, il y a des financements de recherche. Et puis le dernier, sur le cinéma, on ne s'est pas prostitué, mais presque. On a fait du crowdfunding, on a organisé des concerts, voilà, ça fait partie de l'atelier de trouver les moyens de faire ce qu'on s'est donné comme objectif. Mais ça ne coûte pas très très cher. Et juste pour préciser, ça ne coûte absolument rien aux étudiants. Ça, c'est un point auquel je tiens. À vous, pour les celui-là, je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure d'un conflit qui était qu'on pouvait aller en Afrique construire, mais que l'inverse n'était pas possible. Avez-vous un point de vue pour résoudre cette solution, pour que ça se fasse à long terme? Est-ce que vous avez déjà une idée comment vous pourrez favoriser l'échange? Est-ce que pour vous, ça passe par l'enseignement ou simplement parce qu'une action, comme la plupart des architectes que j'ai entrepris, ils vont sur place construire, mais qui, en retour, n'a pas forcément, comme vous, exprimé cette collaboration avec le peuple? Est-ce que pour vous, vous avez déjà une idée? Bon, c'est des enjeux qui me dépassent un peu. Il y a des dispositifs qui permettent de le faire quand même. En l'occurrence, quand on a fait l'orphelinat puis le retour à Uzès, on l'a fait dans le cadre d'un programme qui s'appelle les saisons croisées. Vous savez, l'année de la France en Afrique du Sud, et après c'était l'année de l'Afrique du Sud en France. Donc ça facilite beaucoup de choses, par exemple sur les visas, pour entrer dans l'espace Schengen pour un Africain, c'est l'enfer, c'est impossible. Donc il y a des dispositifs comme ça institutionnels qui permettent de monter des projets de ce type. Donc il y a des fenêtres, mais c'est que des fenêtres. Voilà, il n'y a pas de porte. Après, maintenant, il y a des architectes en Afrique, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais on peut en citer un, Francis Kéré par exemple, qui est une figure d'un architecte contemporain africain. Voilà, je veux dire, si même lui, il a du mal à construire en Europe alors qu'il vit à Berlin, c'est pas normal. Il y a tout un rapport au monde qu'il va falloir inverser, mais c'est pas un sujet propre à l'architecture, c'est un sujet politique général. Voilà, il faut qu'on arrête de penser qu'on... Voilà. Vous avez parlé de votre pratique donc pédagogique, et c'est un peu curieux comme question, mais est-ce que la pratique professionnelle rejoint vos convictions et tout ce que vous mettez en œuvre pour ce que vous faites dans votre pratique pédagogique? Je ne sais pas, c'est peut-être pas moi à répondre à cette question, je ne sais pas. En tout cas, dans les rapports humains, oui, j'essaye. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Quel regard vous portez sur la production architecturale contemporaine, notamment au regard du logement et de l'habitat, dans ce qui se fait généralement en France en ce moment? Et éventuellement, c'est un peu ouvert comme question, mais qu'est-ce que vous imagineriez pour pouvoir changer ou proposer en termes de processus de création de logement à travers les pratiques que vous présentez ce soir? Vers quoi ça pourrait ouvrir? Le seul truc que je peux dire, c'est que la production d'architecture, elle est générique et elle est standard. C'est que des produits standards. On parle de produits d'ailleurs, on ne parle plus de logement. L'habitat, c'est quelque chose qui concerne chaque personne, chaque individu. Il a un projet de vie et un environnement quotidien qui lui est propre. Et donc si on ne sait pas aller sur ce terrain, mais c'est à nous à bouger. C'est pas les habitants, ils ne bougent pas, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas en capacité. C'est peut-être à nous à bouger pour aller là où on n'est pas en ce moment.
et peut-être pour arrêter de faire des affaires et faire enfin des projets et du logement. Il y a aussi il y a deux choses qui sont totalement liées. C'est l'approche du temps dans ces projets, la manière dont on accepte de ne pas passer des heures sur un dessin a priori, mais plutôt de passer des heures sur le terrain, effectivement expérimenter, se rencontrer, parce que sans rencontre, on ne connaît pas les compétences de l'autre. Donc on ne peut pas effectivement faire tout ce que tu as démontré. Mais il y a aussi une question de commande. Et c'est vrai que là, on voit des projets où il y a une auto-création, une auto-motivation de la commande. Et je pense quand même quel serait ton point de vue sur la marge de manœuvre ou sur les brèches qui existent aujourd'hui dans les commandes publiques pour quand même pouvoir réaliser ces choses-là sans être dans des endroits exotiques, au sens où chez nous c'est exotique pour eux aussi, donc il n'y a pas de vision. Mais comment dans une réalité banale, on peut se servir et on peut s'immiscer dans les commandes publiques, parce que c'est quand même une réalité temporelle, économique et en tant que donneur d'ordre, comment on peut continuer à créer ça et créer ce temps de co-création et de partage des compétences au sens des relations humaines que tu présentes. C'est une question qui appelle une réaction. Non, mais je le prends comme un commentaire éclairé, intéressant. C'est pas une question. Non, mais juste une fois. Le fait que tu dises que finalement c'est pas trop impertinent ou pas trop... Voilà. C'est juste aussi pour dire qu'on est souvent dans la critique de la commande. On dit souvent on ne nous laisse pas faire, c'est difficile, on nous contraint à dessiner du dessin précis, etc. Non, il y a une marge de manœuvre. Voilà, elle peut être créée par le biais de l'école et on peut réussir à s'immiscer. Tu nous démontres une façon de faire par le biais de l'école. La réalité professionnelle, parfois, je ne dis pas que c'est systématique, parfois peut même si c'est un peu irritant et un peu frustrant, on peut quand même réussir à créer ce genre de démarche. Alors juste pour répondre à ça, le processus de fabrication de l'architecture, c'est on fait un dessin absolument déterminé d'un bâtiment, d'un équipement qui coûte très cher, et puis après, il faut se le cogner, quoi, il faut le remplir. Et puis à côté de ça, dans la société, il y a plein de porteurs de projets, il y a plein de gens qui ont des désirs de faire des choses, il y a des organisations qui existent et qui ne correspondent pas, qui ne rentrent pas dans les cahiers des charges et dans les objets que l'on produit. Donc ça veut bien dire qu'il va falloir inverser des approches, quoi, et des tendances. Mais en tout cas, ce n'est pas l'approche actuelle, quoi. Je veux dire, on fait beaucoup de coquilles vides, qui coûtent très très cher. Mais c'est la notion de partir de l'existant, parce que tu dis en tant qu'existant humain, existant bâtiment, arrêter de détruire, partir des ressources. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. J'ai compris que vous allez enseigner à Bordeaux, ou c'est déjà le cas peut-être. C'est déjà le cas. Justement, comment vous allez vous prendre là-bas et quel regard sur l'institution et le contexte dans lequel vous allez enseigner là-dedans. Est-ce que c'était que des workshops là, et est-ce que c'est possible aussi dans le cadre institutionnel? Merci pour une question facile. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Ce que je peux dire, c'est que les catégories de workshop et tout ça, je suis prudent aussi sur ces terminologies. Pour moi, on fait du projet d'architecture. Alors après, les modalités, les processus engagés, ça nous regarde. C'est-à-dire, ils sont adéquats ou ils sont spécifiques aux objectifs et aux enjeux dans lesquels on s'engage. Ce que je veux dire, c'est que l'institution, il va falloir qu'elle bouge elle aussi pour qu'on puisse créer des espaces pédagogiques où on puisse envisager des modalités, des formes d'intensité, des formes d'enseignement nouvelles qui vont solliciter tout ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les compétences des étudiants, les nécessités dans la société, et puis la confrontation au réel. Voilà, puisque à l'école, je trouve qu'on est quand même dans un niveau d'abstraction qui ne me semble pas viable. Voilà ce que je peux dire. Je vous rappelle que le programme Architecture 2016-2020 est en cours d'élaboration et que vous avez des représentants dans les instances et que vous pouvez faire changer ce programme aussi, selon ce que vous avez envie d'en faire. C'était pour savoir si vous aviez un retour sur ce que vous produisez à long terme dans le temps. Oui, on y retourne tout le temps. Oui.
on est en contact avec les gens, on sait comment ça évolue. Voilà. Il y a des choses qui évoluent très positivement, et puis il y a des choses qui évoluent négativement. Par exemple, le quartier du Clipton, je trouve, se dégrade beaucoup d'un point de vue social, humain. Ça s'est beaucoup dégradé. Voilà. Mais ça, c'est pas sur le plan de l'architecture, c'est sur le plan humain. Mais bien sûr qu'on suit. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? D'autres remarques, d'autres commentaires? Sinon, on va boire un verre. Donc. Allez, merci Christophe.